On va se rendre compte après que quand on passe à travers et qu'on essaie de trouver une qualité de vie, un bien-être, une bienveillance par rapport à soi-même durant tout cet orage, on essaie un petit peu de garder notre petite bulle, voilà. Mais on a un petit pas à la fois, sans pression, un petit pas. Et puis on se retourne, on se dit, mais waouh, on a fait un super chemin. Et ça nous amène de la sérénité. Ça nous amène de la bienveillance. Ça nous amène de la résilience. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Géraldine dit G, ou GG, c'est une entrepreneuse multirécidiviste et une auteure multi-récidiviste. Géraldine, c'est aussi une amie qui déborde de vie et de créativité. Elle m'impressionne par tout ce qu'elle étudie, met en place, invente, découvre, recherche et comprend. J'ai envie de dire qu'elle est aussi multiformée. Hypnose cognitivo-comportementale, coaching de vie, neurocognitivisme, thérapie crâno-sacrée, soins énergétiques, numérologie et j'en passe. Et ce que j'adore avec elle, c'est qu'elle fait un melting pot formidable de toutes ces approches philosophiques, spirituelles et thérapeutiques et aide extraordinairement bien ses clients dont je fais partie il y a quelques années. En effet, j'ai pu profiter de ses services de coach à des moments où j'étais franchement paumée et waouh, je ressortais de chaque session totalement allégée et avec une nouvelle petite histoire qui allait m'accompagner et surtout m'aider chaque fois que j'allais rencontrer des soucis du même ordre. Alors je m'explique, Géraldine utilise toujours des images fortes et raconte des histoires pour coacher ses clients. Aider les personnes à se libérer de blessures du passé, illustrer des problèmes humains ou relationnels de tout ordre, ou tout simplement parler de sujets de développement personnel. Et c'est assez magique, je dois dire, parce que je trouve qu'on retient tellement plus facilement des histoires et des images fortes plutôt que des notions abstraites. Alors voilà, j'ai voulu inviter Gégé sur le podcast parce que son énergie fait du bien, sa manière de transmettre est vivante, son humour est bien trempé et son côté cash secoue. Pour notre première rencontre, nous avons choisi les thèmes suivants. Que faire avec des événements qu'on n'a vraiment pas choisis et qui nous frappent en plein fouet ? Quel sens trouver ou donner à ces événements qui viennent parfois chambouler nos vies ? Vaste sujet qu'elle a aussi abordé dans son avant-dernier livre qui s'appelle Le funambule libéré. Le personnage du livre perd son amoureuse, se retrouve infirme, vit des choses particulières en clinique et doit accepter tous ces changements. Son chemin le fait passer par la colère et puis le désespoir. Et bien sûr, il revient de ce chemin autrement. Eh bien voilà, comment revenons-nous de ces événements que nous n'avons vraiment pas choisis ? Je rêverais que cette catégorie de podcast vous éclaire ne fût-ce qu'un milli-poil dans votre quête personnelle vers une meilleure connaissance de vous-même et une plus grande sécurité intérieure pour aborder les changements constants auxquels nous devons faire face. Et parfois, ce sont de sacrés virages, voire même des horribles virages. On voulait vous offrir un podcast conversationnel, tout simple et spontané, autour d'un bon thé. Alors, bienvenue à vous tous. Bonjour Géraldine. Bonjour Delphine. Alors Géraldine, je vais te faire une petite confession. Dis-moi. Ce matin, j'étais pas du tout en forme. Ok. Et je me suis dit, est-ce que j'annule ? Parce que j'ai une petite règle avec les invités. Si ils ont envie d'annuler 5 minutes avant, ils peuvent annuler. Et la règle vaut pour moi aussi. Ouais. Si je suis pas en forme, je peux annuler. Et ce matin, je me suis dit, le soleil a oublié de se lever. Je me suis dit, mais il a oublié de se lever. Tristesse, épuisement, fatigue. Mon corps devant le miroir, ses balafres à la jambe et tout ça. Et je me suis dit, voilà. Et puis, j'ai écouté là en dessous. Je monte mon ventre. Et je me suis dit, je pense que c'est peut-être juste le bonjour, en fait. D'entendre donc les deux thèmes. On va parler de 2 thèmes, évidemment bien plus avec Géraldine, parce qu'une fois qu'on commence quelque part, que faire avec ce qu'on n'a pas choisi ? Ouais, un bon thème. Alors on peut parler de ce thème dans le cadre de la maladie ou n'importe quel événement,
la perte d'un emploi, un deuil... Un accident. Voilà. Ouais. Et quel sens donner à tout cela, à ce qu'on n'a pas choisi. Alors, ce que j'adore avec Géraldine, c'est qu'elle utilise toujours des exemples absolument extraordinaires. Et en fait, je pense que j'ai un peu de mal à comprendre l'abstrait. Je sais pas je sais pas ce qui se passe dans ma cervelle, mais j'ai besoin d'images pour retenir. Et ça m'a toujours... en fait, des situations où j'ai un problème, je me souviens toujours de tes images. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire, parce que je pense en fait que le cerveau fonctionne comme ça, non? En tout cas, le mien, oui. Je sais pas les autres, mais c'est vrai que moi aussi, il y a un côté où le côté abstrait, j'ai l'impression que c'est quelque chose de flottant qui passe. Et donc, le fait de l'ancrer avec une image ou avec un dessin, un truc, un comique de situation, c'est comme si ça prend corps en moi. Et du coup, quand il y a quelque chose, un sentiment ou quoi, j'ai assez vite le croquis ou en effet, une image ou quelque chose qui me vient et que ça me permet de bien visualiser, comprendre justement les enjeux ou les envers de ça. Mais oui, et c'est facile de ressortir l'image tout de suite. Et avec l'image, on a tout de suite l'idée et voilà. Alors, thème quand même très, très présent dans le monde du cancer, mais très présent dans la vie, en fait. Que faire avec ce qu'on n'a pas choisi? Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un thème qui me touche très fort aussi, parce que c'est vrai, comme tu dis, ça touche tout le monde. Et ce qu'on voit de façon récurrente, c'est une construction de vie, très souvent, qui commence comme ça, de se dire, tiens, on construit sa vie un peu en mode essai-erreur, donc on fait des actions, tiens, cette action est bien, tiens, elle est pas très bien, on réaffine nos choix, et puis là, on sent qu'on a une version un peu plus optimale de ce qu'on a envie, puis hop, on continue, puis la situation convient pas, on fait un nouveau choix ou pas, et puis finalement, chaque fois, ces expériences comme ça nous donnent une certaine confiance dans nos capacités, une certaine sécurité, de se dire que tiens, en fonction des choix que je fais, je choisis ma vie, et j'ai un espèce de confort, une certaine maîtrise de mon environnement, et quelque part, ça me donne aussi un sentiment de satisfaction personnelle de mener la vie que j'ai envie d'avoir et une confiance aussi en moi, quoi. Et donc, cette sécurité, cette confiance nous permet aussi d'avoir un sentiment et une association de se dire, les choix que j'ai la vie que j'ai avec les choix que j'ai faits et quelque part, je contrôle et ça me donne un chouette truc, quoi. Avec quand même chaque fois un ajustement permanent. Voilà, ajustement ou pas. Et si on dévie, à un moment donné, hop, on refait un petit choix ou les amis nous aident, hop, et puis on refait ce petit choix et puis on fait ça. Et donc, il y a un sentiment une certaine logique entre la vie ou les décisions ou les non-décisions que j'ai prises et le fait de ce qui m'arrive dans ma vie, quoi. Et puis, tu as un truc qui se passe, on ne sait pas pourquoi, un événement, un accident, une maladie. Aujourd'hui, on parle avec le cancer, mais en effet, comme tu dis, ça passe avec plein de gens. Il y a quelque chose qui arrive que t'as pas maîtrisé, que t'as pas voulu, qui arrive et qui remballe tout, quoi. Et donc moi, j'associe, comme t'as bien les images, mais un peu comme si t'as un peu une bibliothèque. Ta vie, t'as plein de savoirs, t'as plein de connaissances, t'as plein de choix que t'as fait. Ça représente chaque fois un peu des livres et que tu positionnes de façon un peu optimale dans ta bibliothèque. Et puis tout d'un coup, il y a un bazar qui arrive et toute ta bibliothèque est par terre, quoi. C'est un tsunami. Et donc, tout d'un coup, finalement, il y a plus aucune logique, quoi. Tu mangeais super nature et tu te chopes quand même un cancer. Pourquoi? Il y a ce côté, il y a quelque chose de hyper impuissant, hyper insécurisant. T'avais une vie assez sportive et bim, t'as un bazar qui se passe dans tes muscles, dans tes trucs. Tu te soignes que par des plantes. L'autre, elle bouffe hyper antibio et c'est toi qui te chopes un truc. C'est hyper injuste. Il y a pas de logique. Et parfois, il y a en effet un lien, mais parfois pas. Et c'est souvent le cas. Et donc ça amène quelque chose qui est hyper déstabilisant parce que finalement, tout ce que tu as construit, toute ta logique que tu t'es construit, toute la confiance que tu as eue, tout l'espèce de contrôle que tu avais par rapport à ta vie, tout ça, c'est balayé, quoi. Toute ta bibliothèque, elle est par terre. Parce que il y a quelque chose qui t'est arrivé, tu comprends pas pourquoi, tu te rends compte que ça anéantit tout, donc tes relations sociales, tes relations familiales, ton regard par rapport à la vie, par rapport à toi-même, par rapport à tout ton équilibre autour de toi, tout ça est balayé.
et que c'est quelque chose que t'as pas choisi, qui t'arrive malgré toi, quoi. Et c'est quelque chose d'extrêmement violent. Alors, je sais que souvent on parle de ça, ce côté d'apprendre à lâcher prise, mais c'est vrai qu'avant de lâcher prise, c'est un peu comme si t'es pendu dans le vide et on te dit, t'as un peu le vertige, tu dis, non, c'est pas grave, vas-y, lâche, ça va aller, accuse et tout ça. Et c'est compliqué. À un moment donné, tu dois vraiment te dire, en fait, si, j'ai les boules. En fait, si, j'ai vraiment la haine de ça. J'ai vraiment, c'est hyper injuste ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Tu as prononcé, je l'ai noté d'ailleurs ici, injustice. Ouais. Donc tous ces sentiments avant ce lâcher prise. Voilà. Il faut le visiter, quoi. C'est ce sentiment d'hyper-insécurité, ce sentiment d'impuissance, ce sentiment d'injustice profonde. On est vraiment dans les différentes phases du deuil aussi, quoi. Sur le côté de se dire, en fait, je sais que plus jamais ma vie ne sera la même. Plus jamais. Parce que même après avoir passé cette épreuve de maladie ou d'accident, je vais être différente. Je vais rencontrer des gens différents. Le fait de passer à travers cette épreuve, je vais découvrir des parts de moi. Je vais découvrir avec les rencontres que je vais vivre, avec les nouvelles valeurs que je vais avoir, avec les nouvelles pensées. Je vais complètement être différente après. Et donc, même si je remets mes livres, je les mettrai dans un autre ordre dans ma bibliothèque, quoi. Oui, mais quand ils sont tombés, c'est vrai que les gens ont du mal à entendre que l'expérience va peut-être être riche. Oui. Donc, au tout début, quoi. Au tout début. Faut juste un accusé de réception. Voilà, quoi. accusé de réception. Oui. Vraiment la haine, quoi. Et c'est normal, quoi. Oui. La haine est aussi triste et aussi, c'est normal de se sentir impuissant et c'est normal de sentir qu'on est hyper insécurisé par rapport à ça. Parce que s'il y a pas de logique, si je mange super bio et que quand même je me tape une maladie, mais so what, quoi? Est-ce que j'ai pas bien fait de bouffer de la junk food tout le temps? À quoi ça sert? Merde. Je me bats tout le temps pour avoir une vie assez sympa et quand même avec ça, j'ai ça. Pourquoi, quoi? Et donc, il y a un temps, on peut accuser réception de ça. Et c'est vrai que c'est compliqué aussi de essayer de trouver le sens avec ça, de se dire tiens, l'organisme humain, on est fait comme ça. À la différence des animaux, les animaux, ils sont forts sur des apprentissages de comportement. Donc tu les mets en place, tu fais des comportements, tu mets des renforcements positifs sur les comportements, le côté un peu Pavlov là du chien avec voilà. Eh bien après, hop, l'animal, il se pose pas de questions, il adopte un nouveau comportement parce qu'il sait qu'il est récompensé avec ce comportement. Pendant très longtemps, les humains ont pensé que c'était la même chose. Et on a remarqué récemment que c'est pas vrai. On a vraiment besoin d'abord de comprendre. On peut adopter un comportement sur la durée si on comprend. Donc ça veut dire que quand on a quelque chose comme ça, qui nous dépasse, qui nous insécurise, qui nous rend impuissants, qui nous met en colère, et on a besoin de comprendre pourquoi ça nous arrive, pourquoi j'ai eu cette maladie. Ok, s'il y a pas de lien avec ma bouffe, s'il y a pas de lien avec un comportement de dingue que j'ai eu, mais pourquoi je l'ai eu? Pourquoi moi? Pourquoi pas ma voisine à côté? Pourquoi pas mon voisin qui nanana? J'ai besoin de comprendre. Et donc parfois ça nous met une pression en plus supplémentaire de se dire tiens, est-ce qu'il y a du sens, ce côté maladie, mal à dire, est-ce qu'il y a des choses refoulées? Oui, ça c'est bien que tu en parles parce que c'est vrai que, enfin, autour de moi, maintenant je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, ma première réaction a été de me dire mais merde, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers, quoi. Sentiment de culpabilité, vivre à du 2000 à l'heure. Alors heureusement le corps médical est là à dire c'est multifactoriel, arrêtez de vous poser des questions. Donc c'est bien que tu rementionnes le maladie. Bon, est-ce que enfin, c'est un peu culpabilisant aussi, hein, de se dire, voilà, est-ce qu'il faut trouver un sens? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ça? Mais alors, il faut lâcher avec ça, parce que c'est vrai que on peut trouver. Donc c'est ça. L'idée, c'est notre conception d'humain, c'est qu'on doit toujours essayer de trouver une cause. On doit dire. Ah, c'est de la faute de ça. Ah, ok, je suis soulagée. Et alors, il y a des choses extrêmement vicieuses qui se mettent en place. Ah oui, c'est à cause de la relation avec ma mère qui n'était pas bien. Ah, c'est un manque d'amour. Donc, on cherche à comprendre. Oui, en fait, quand j'étais enfant, j'étais peut-être pas assez aimée. Puis tout d'un coup, la faute, elle revient sur les parents. Je dis pas que les parents sont tout purs et tout parfait. C'est pas ça. C'est que ce qui est passé est passé. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter aussi de chercher avec ça. Parfois, ça nous arrive parce que dans notre chemin de vie, on avait peut-être, c'est difficile à dire, on avait besoin de vivre ça pour se révéler et que on ne se révèle pas dans le confort, on ne se révèle pas dans quelque chose, on passe des vacances super sympas tout le temps, on est tout le temps dans une situation confortable, c'est agréable, mais ça ne crée pas la confiance en soi, ça ne crée pas le fait de se dire ok, je peux compter sur moi, parce qu'en fait il faut vivre, c'est dur à dire, mais on a besoin de vivre des épreuves, on a besoin de vivre des inconforts et c'est que là-dedans qu'on se dit ok, en fait finalement je suis assez ressource, quoi. Parce que si tout le temps, les choses... C'est un peu comme... On voit ça avec nos enfants, on voit ça avec les gens autour de nous. Ils vont à l'école, ils ont peur, ils disent
je sais pas si je vais réussir mon interro. Mais c'est parce qu'ils l'ont déjà fait qu'ils se disent la fois d'après, allez, t'avais déjà été un truc comme ça a été. Puis oui, c'est vrai. Allez, j'y vais, je vais y aller. Ouais. Mais ça n'arrive pas un matin. Il faut se tester. Et alors, ces tests, ils arrivent avec des curseurs différents. Donc c'est sûr que un curseur, une maladie, un accident grave, des trucs, c'est un curseur extrême, évidemment. Mais c'est un curseur qui parfois permet de balancer tous ces bouquins, on parlait de la bibliothèque tout à l'heure, et de peut-être remettre à niveau des autres niveaux de croyances, remettre à niveau un équilibre de vie qui était peut-être après coup. Donc évidemment, il faut d'abord accuser réception, on en a parlé avant. Oui, et ça peut être après 2, 3, 4, 5, 10 ans, on est bien d'accord. Bien sûr. Donc avant ça, il faut pas se mettre de pression, quoi. Oui. Et donc c'est de se dire, ok, maintenant j'ai du taf à faire parce que j'ai une maladie, je la gère, je suis entourée, j'ai un corps médical, j'ai des aides, je peux trouver plein de gens. Il y a toujours énormément de personnes dès qu'on n'a pas bien, tout le monde est ravi d'aider. Donc on peut vraiment compter là-dessus. Puis une fois que j'ai ça, d'abord je me concentre là-dessus, voilà, j'ai un truc à soigner dans la chair, dans le concret, dans mes cellules. Et voilà, je me fais du bien pluridisciplinairement avec ça, c'est parfait. Et puis après, ok, je vais voir que, waouh, finalement, je suis passée à travers ça. Waouh, finalement, j'ai rencontré des gens incroyables. Ouais, finalement, je vois que j'ai mis en place une autre dynamique de vie. Finalement, ça, j'adorais avant. Maintenant, j'aime plus du tout, en fait. Ou ça, j'ai vraiment envie de joindre ça dans ma famille. Ou il y a un équilibre comme ça qui s'est créé. Enfin, et donc, il y a des choses qui se transforment, quoi. Et on se révèle. Il n'y a rien à faire dans l'inconfort. Oui, je pense que c'est quasi que, à travers les épreuves. Mais on n'apprend pas trop à se connaître dans le confort. C'est confortable, mais on reste dans une zone très connue, quoi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais justement dire à ces femmes qui ont du mal à imaginer tout cela quand elles apprennent la nouvelle? Oui, alors elles sont encore dans la passe injustice scolaire. C'est parfois difficile en fait quand on vient d'apprendre la nouvelle. Mais bien sûr. C'est ça la complication. Et d'ailleurs, ce serait tout à fait maladroit de la part de n'importe qui est plus loin dans le combat de dire mais tu vas voir. Enfin entre nous ça passe. Souvent, t'es légitime parce que t'es déjà passé par là. Oui, t'es un peu plus légitime parce que t'es passé par là. C'est vrai que les autres qui disent, mais enfin, tu vas... ça va aller. Ou les injonctions, on en reparlera, les injonctions, mais tout a un sens, tu verras, cette maladie avait un sens. C'est difficile d'entendre ça au début. C'est impossible. Et c'est vraiment quand quelqu'un comme ça, c'est de vivre à l'instant présent. Oui. Et arrêter de se projeter, arrêter d'absolument chercher du sens, c'est d'abord se dire, ok, un pas à la fois. On ouvre un nouveau chemin. Voilà, ma bibliothèque est tombée par terre. D'abord, maintenant, j'accuse réception. Et si on reprenait l'exemple de la bibliothèque, quoi. Putain, il y a tout qui est par terre. Les boules! Les boules! Tout par terre, quoi. Ouais. Donc, c'est d'abord un temps de ça. Après, c'est de se dire, ok, est-ce qu'il y a d'autres dégâts? Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je check d'abord la place. Ok, et je fais un pas à la fois. L'idée n'est pas, on ne m'attend pas, je ne passe pas de bulletin, je n'ai pas un webcam pour voir comment ça se passe. Non, un pas à la fois. Donc j'avance gentiment. Après, ok, est-ce qu'il y a des bouquins que je peux déjà ranger ou pas? Non, pour le moment c'est pas possible. Ok, je reste là et je me fais aider. Je reste là et j'appelle à l'aide. Je reste là et je profite du support, des métiers de chacun, de l'énergie de chacun pour me venir maintenant, aujourd'hui, dans le présent, dans ce que j'ai besoin. Après, je vais sentir que je vais peut-être avoir un petit mou en moi. Je vais peut-être sentir que je vais être, je sais pas, il y a un petit process qui s'est mis en place, où je comprends un peu mieux, où je vois une certaine habitude qui vient, où je commence à me sentir un peu plus à l'aise, un peu moins à l'étroit dans ce truc qui vient et qui me fait suffoquer au départ. Je sens que je commence à prendre un petit peu plus de largeur avec ça. Ok, alors je peux mettre en place quelque chose. Et de moi-même, je vais le faire. J'aurais peut-être envie de X ou Y chose, mais sans pression. Petit à petit, ça va revenir. Et voilà, je laisse vivre mon corps et mon âme au rythme de qui se vit au présent. Sans pression, quoi. Ça viendra. Et c'est finalement découvrir petit à petit les ressources insoupçonnables et insoupçonnées. Voilà, se faire confiance. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est par terre comme ça, si on se projette avec notre état d'esprit de maintenant, se dire, bon, ok, je suis par terre, mais je sais que je vais trouver une solution, machin. En fait, c'est très dommage parce qu'on reste juste avec notre connaissance de maintenant. Et il y a plein de parts de soi qu'on ne connaît pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de se laisser immerger par ce qu'on vit, de profiter jour après jour du
entre guillemets, bordel qui se passe dans notre vie, parce que ça nous amène sur des terrains inconnus de nous-mêmes. Ça nous amène sur des parts, des zones un peu comme si on est en voyage, quoi. On est tout le temps sur la route, on a un accident, on se dit, bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On remet la route, etc. Ah, on ne sera pas dormir la nuit, c'est la catastrophe. Non, on se dit, OK, on prend le temps, on est ici. Ah, tiens, il y a une petite maison, ça nous permet de découvrir un endroit qu'on n'avait pas vu. Ah, tiens, il y a un bazar. Donc, au départ, c'est inconfortable. En effet, je sors de ma zone de connu, mais en allant dans ces zones inconnues, en étant prenant le temps de découvrir qui on est dans cette adversité, qui on est dans ce bordel, quels gens on rencontre, comment en fait finalement je peux retrouver un certain confort ou un certain bien-être dans tout ce bordel. Ça m'amène dans des zones que je ne connaissais pas de moi avant. Et du coup, ça m'amène après sur une vision de moi-même beaucoup plus grande que si j'avais tout de suite été dans la réparation au départ, le fait de trouver une solution, chercher du sens, avancer malgré tout, faire semblant de rien. Ouais, en fait, on passera à côté de l'événement, quoi. On va pas passer à côté de l'expérience parce qu'on restera sur nos compétences de maintenant et on va passer à côté de tout ce qu'on pourrait découvrir de nous-mêmes, toutes les rencontres avec nous qu'on pourrait faire dans les différentes expériences qu'on va vivre, avec les différentes rencontres qu'on va vivre, avec les phases de désespoir, avec les phases de... C'est qui on est. Ah, mais tiens, en fait, j'ai remarqué, après un désespoir, je me relève. Mais en fait, waouh, il y a des jours de merde et il y a des jours où ça va mieux. Mais du coup, après, quand je vais revivre une merde, je me dis... Je sais qu'après, ça ira mieux. C'est pas un jour aujourd'hui, j'ai envie d'avoir la paix, mais je sais que ça ira mieux. Et c'est d'avoir cette force en soi. Mais il faut la vivre. Si on passe à côté, on passe à côté d'une part de nous-mêmes aussi, quoi. Tu as mentionné la courbe du deuil. Oui. Tu peux un peu nous expliquer de... Ouais, donc dans le deuil, on parle pas de la mort de quelqu'un Non. spécialement. C'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un job injuste, c'est un événement qui t'arrive que t'as pas choisi, Voilà. c'est une maladie bien sûr. Donc c'est dans tout changement qui t'arrive et que t'as pas choisi que tu subis. Un avant et un après. Il y a un Oui. avant et un après. Et dans ce no man's land, il y a des phases différentes. Alors, je l'ai dit, mais elles sont pas chronologiques parce que on fait des allers-retours et on fait des moments où on reste plus longtemps dans une phase, puis on revient, et puis on évolue, puis on dit et puis non, on revient. Donc il y a d'abord, mais donc de nouveau, c'est pas chronologique, une phase de déni, se dire tiens, si je fais semblant de rien, c'est que ça va pas se passer en fait. Finalement, j'essaye de tenir bon, je tiens ma vie comme si de rien n'était. Et en fait, ça va aller. Donc, Ça, je c'est fais fi intéressant de que ce tu qui se mentionnes, passe. parce que moi, j'essaie de mettre ça dans le cadre de la maladie, la phase de déni. Ouais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui passent peut-être les premières heures où on est dans le déni. Mais c'est très intéressant. Donc Oui, la phase de mais déni, ça peut être aussi c'est... le déni, par exemple, de se dire, mais ça va aller, donc j'ai ça, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Franchement, je gère, Ah oui, ok. j'ai déjà acheté ma perruque, franchement, personne ne va rien remarquer. Je mène ma vie comme si de rien n'était. Ok, Tout va bien se ça passer. fait. Non, je compte passer juste un mi-temps, mais franchement, en télétravail, ça va aller. Donc, c'est ce côté-là de se dire, Géraldine, je c'est pas minimise, possible. ça va aller. Oui. Et donc, c'est de ne pas accuser réception de ce qui se passe. Oui. Et donc, je le répète, c'est pas parce qu'on accuse réception qu'on est en mode, je me vautre dans un état de victime pendant 3 heures. C'est mieux on accuse réception, mieux après on sera repartir. Parce que on aura fait un accusé-réception de ce qui se passe, on se sera réceptionné sur ses pieds. Si on fait des demi-trucs comme ça, on est tout le temps fauché par des choses qu'on ne comprend pas. Oui. Donc, il y a une autre phase aussi, c'est la colère. Donc, Ok, le donc. fait de se dire, putain, c'est injuste, on parlait tout à l'heure, pourquoi moi alors que je mange bio, la nana à côté, elle a une vie de merde, pourquoi elle a rien, je comprends pas, je vois pas le lien, et donc ce côté ça amène aussi à l'impuissance de se dire, je trouve ça dégueulasse que ça m'arrive à moi, quoi, il y a pas de raison, donc il y a vraiment cette colère. Après il y a le marchandage, le fait de se dire tiens mais ok j'ai ça mais quand même j'ai quand même des connexions avec 4 médecins exceptionnels donc forcément moi ça m'arrivera moins. Oui, Ah, je mais connais pas cette dans le deuil, il y a étape-là. ça. Donc c'est par exemple dans la séparation, c'est vraiment de se dire oui mais si je fais ça, ça va aller mieux. Donc il y a ce côté, j'essaye de mettre en balance des De choses. compensation, Voilà, ou je vais c'est- essayer. Et si je mets ça, ça ira mieux ou pas? Oui, mais moi je connais quand même quelqu'un que personne ne connaît. Donc à mon avis, ma maladie, je vais pas la vivre comme les autres. Est-ce que si je mets ça, est-ce que du coup, ce sera un peu moins Et donc il y a un C'est quoi espèce comme de... mécanisme? Ça, c'est de la protection? C'est une façon, ou oui, c'est- et puis c'est une façon de se protéger, c'est une façon de minimiser aussi, c'est une Oui. façon de se rassurer, c'est une façon de se dire, Ah, de se rassurer. oui, avec les moyens que j'ai autour de moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se diminue? Et donc,
je cherche une logique, je veux comprendre, on en parlait tout à l'heure. Donc forcément, si je mets quelque chose dans la balance, donc, oui, mais alors, si je mange ça, ça ira moins, forcément. Tu vois, et il y a ce côté, or, oui, peut-être, mais peut-être pas, on ne sait pas. Ouais. Et donc, c'est une sorte de garder le contrôle aussi, tu vois. Et dans le cas d'un deuil, en fait, parce que tu dis c'est dans la courbe du deuil, oui. c'est... Dans le cas du deuil, donc la séparation, c'est finalement, oui, mais attends, si je fais ça, du coup, tu reviens. Tu vois, donc ça, c'est une séparation, par exemple. Oui, mais si, oui, mais alors, non, on va rien faire parce que comme ça, j'ai l'impression que c'est encore un peu plus proche. Non, je ne veux pas qu'on bouge à quoi que ce soit. J'ai l'impression comme ça qu'il sera là. Trouver tous des petits moyens, c'est un peu du déni, c'est un peu mais il y a quand même ce marchandage oui. Alors, c'est sûr que quand l'être est parti, donc pour le deuil de quelqu'un qui va décéder, c'est plus compliqué parce qu'on sait qu'il va pas revenir des morts. Donc ça, c'est sûr. Mais il y a quand même ce côté de se dire, tiens, je vais essayer de trouver des façons pour diminuer accusé-réception de ce qui se passe. Donc, par exemple, avec la perte d'un être cher, ce serait quoi alors dans ces situations? De tout le temps, ok, mais alors, je sais pas, on met... je ne veux pas que... donc oui, ça peut. Mon exemple que j'ai, c'est un peu s'apparenter au déni, mais parce que je pensais le fait de rien changer dans la maison. Oui, ça peut être ça. Le fait de ne pas dire non. Je veux pas trop dire qu'il soit décédé, donc on va tout laisser comme ça. Je laisse par exemple le courrier au nom de Monsieur et Madame. Alors on pourrait prendre que c'est du déni, mais le déni, il vient parfois aussi un peu au début pour minimiser les faits. Et ici, c'est pour céder, peut-être un peu se rassurer. Oui, c'est une façon de ne pas trop. C'est subtil dans l'exemple que j'ai dit, mais c'est une façon de ne pas tout accuser réception de la grandeur du fait. Oui, okay. Et donc, on va essayer de mettre des éléments en place. Non, on ne vend pas sa voiture, on va la laisser sur le parking. Ça fait un peu comme s'il était encore là. Oui, de l'autoprotection, quoi. Oui, comme ça, mais c'est toujours pour s'autoprotéger. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté d'essayer de trouver des moyens pour un peu alléger ce poids et cette chose qui nous arrive et qu'on n'a pas choisi et qu'on a un peu peur de dire. Oh purée, c'est énorme. Donc on va essayer de trouver quelque chose pour un petit peu. Super intéressant. Oui, et j'imagine qu'on passe du déni à la colère, au marchandage, je sais pas comment on l'appelle. Bien sûr. Puis alors tu as le côté aussi. Bon, maintenant c'est bon, je me remets en forme. Donc, le côté acceptant. Voilà. Ouais. Donc c'est dire, ok, bon, maintenant c'est bien, mais maintenant il faut avancer, quoi. Maintenant il faut, voilà. Donc c'est vrai que c'est chouette. On a vécu ça, mais maintenant il faut avancer. Alors parfois c'est très chouette, mais parfois c'est trop tôt. Ou parfois c'est un truc où tu te mets une pression toi-même en disant bon maintenant c'est bien, je parle d'un deuil, j'ai fait tous mes cartons, j'ai fait tous mes trucs. Bon maintenant je vais ranger toute la maison, maintenant je vais bien. Ça va pas. Et tu dis mais je comprends pas. Pourtant j'ai tout fait. Mais non, ça se passe pas comme ça. On fait des allers-retours, j'imagine. Oui. Et donc c'est la même chose pour la maladie. Te dire tiens, je fais ça, j'ai mon truc, j'ai mes personnes. Sur papier tout est parfait. J'ai toutes les personnes. Ta petite courbe. Oui. Voilà, on a fait le déni, on a fait la colère. Voilà. Et puis voilà, je suis sortie de ça, tout va bien, etc. Donc maintenant j'avance. Et puis en fait j'ai peur et j'ai négligé ça. Et bim, ça me fait chuter. Tu dis mais je comprends pas. Et donc accepter, c'est pas que accepter d'avancer, c'est aussi accepter que ça ne va pas, accepter qu'on a des peurs, accepter le fait que on n'a pas une courbe toujours croissante, on est un peu en dents de scie. Donc l'acceptation nous permet d'avancer, mais il y a vraiment ce côté de pouvoir prendre le temps, tu vois, de se dire comment je vais à l'intérieur de moi, ma petite météo, comme tu t'expliquais que tu faisais ça le matin. Cette petite météo intérieure, c'est important de l'écouter, quoi, parce que c'est grâce à elle qu'on avance, quoi, et on se respecte avec toutes les incompréhensions et les up and down on peut vivre tout le temps, tu vois. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre acceptation, le mot acceptation et le mot accueil? Alors, tu peux accueillir, mais ça te fait quand même bien chier, tu vois. Tandis qu'accepter, tu restes très bienveillant avec toi-même. Donc, pour moi, c'est quelque chose de chronologique. Tu accueilles ce qui se passe et puis t'acceptes que ça vit encore c'est déjà en toi. Une étape. Voilà, c'est après. Donc tu peux te dire tiens voilà, aujourd'hui je suis encore comme ça. OK, j'accueille. Ah purée, j'accueille ça voilà. Mais putain, qu'est-ce que ça me fait chier. J'arrête pas de dire des gros mots mais après tu peux te dire tiens j'accepte que ça vit encore en moi et c'est normal, c'est qu'il y a une part de moi tu vois, il y a un peu cette image d'une montgolfière avec plein de petites sardines. Tu vois, qui retient la montgolfière sur le sol. Et le deuil, c'est ça. C'est vraiment de se dire, chaque fois que je vis quelque chose, c'est une part de moi où j'enlève une sardine. Et à un moment donné, je serai totalement bien quand j'aurai plus de sardines au sol. Mais parfois, on croit qu'on a vécu un deuil où on a exploré toutes les différentes phases de moi-même avec ce deuil.
Ben non, en fait. J'avais encore cette petite part de moi qui n'était pas active. Et donc, elle me fait chuter. Et c'est pas grave, mais je dois accepter que cette part de moi aujourd'hui, voilà, j'ai vu ça. J'ai vu une nana, je dis n'importe quoi, avec un pantalon que je mettais avant et que je ne pourrais plus mettre parce que maintenant, ça me gêne. Dans ma vie de maintenant, ça me gêne avec ma cicatrice sur ma jambe. Et j'ai vu cette nana dans ce petit short ou dans ce petit truc. Et je me suis pris une baffe dans la tronche avec ça. Ah ben ok, j'accueille, j'accepte qu'aujourd'hui, pour moi, c'est difficile. C'est pas pour ça que demain, je pourrais pas mettre de short parce que je vais passer à autre chose après. Mais aujourd'hui, je m'attendais pas à ce que cette cicatrice me fasse cet effet-là. Tellement de bienveillance tout le temps. Fond, c'est vraiment de l'amour de soi, quoi. Ouais. C'est vraiment... Oui, alors c'est vrai que les attitudes des femmes, bon, je parle des femmes qui sont touchées par le cancer, sont toutes différentes. On a des chemins différents. Parfois, c'est vraiment... voilà, cette courbe du deuil est assez vite passée. Parfois, c'est des années et c'est parfaitement OK. Bien sûr. Et alors, l'organisme est bien fait aussi. Parfois, il se met dans un déni pendant longtemps parce qu'il sent qu'autour de lui, c'est pas safe. C'est pas OK de faire son deuil maintenant. On a parfois ça. Tu vis un deuil avec une personne qui est partie ou tu vis quelque chose de très difficile et la personne, tu dis, mais attends, il faut qu'elle aille visiter son deuil. Et pour le moment, elle n'est pas capable. Elle est en survie. Donc, pour le moment, elle n'a pas envie d'aller visiter ça. Oui, et dans le cadre d'un cancer aussi. Et dans le cadre d'un cancer aussi. Sa première impulsion de vie, c'est sortir de là. Et donc, elle n'a pas du tout envie d'aller visiter ses émotions. Elle n'a pas du tout envie de se dire que, mon Dieu, comme c'est dommage. Elle n'a pas du tout envie de ça. D'abord, elle se dit, j'ai envie de sortir d'ici. J'ai envie d'arrêter qu'on m'assimile à quelqu'un qui est malade. Pour moi, je ne le supporte pas. Ça vient toucher quelque chose dans son histoire, bien sûr, dans ces trucs, qui est beaucoup plus profond et qui fait qu'elle ne peut pas être une personne malade. Elle n'a pas l'espace émotionnel pour accueillir ça, maintenant. Donc, elle va passer à travers. Et puis forcément, à un moment donné, il va y avoir un temps accusé-réception de ça. Mais peut-être que pour elle, pendant sa maladie, elle ne se sent pas prête pour vivre ça. Et que du coup, inconsciemment, elle va choisir de le vivre après. Et ça, chacun a une durée, Oui, donc le déni peut servir, ou la colère peut servir aussi. Parfois, la colère, ça donne énergie de te lever matin. Ah ben, tu parles, je vais prouver à tout le monde que ça va aller. Ils me font chier, ces gens qui ont cru que, ça va aller. Une colère intelligente, quoi. Oui, voilà. Et alors, elle est énergivore, donc sur la durée, c'est difficile de garder la colère. Hein, mais si elle est transformée en élan vital, c'est quand même... Mais c'est génial, c'est génial le coup de la montgolfière, parce que ça, j'oublierai pas, qui s'est rattaché au sol, et puis hop, et puis... Et puis des années après, on peut tomber sur un petit... Tu sais, tu dis, tout à fait bien géré. Et puis des années après... Tu peux avoir une petite sardine que tu n'avais pas encore enlevée. Et tu dis, il y en avait encore une petite chérie. Et peut-être qu'il y en a encore certainement une ou deux que j'ai pas vues. Et voilà. Et c'est pas linéaire. Hein. Non. C'est pas du tout linéaire. Alors, bon, quel sens trouver à tout cela? Bon, on a quand même un petit peu, on a un peu passé ça en revue. En fait, j'entendais souvent, ça m'est arrivé, notamment une consultation. Je suis rentrée dans le bureau de consultation. La personne m'a dit cancer du sein droit, conflit non résolu. Ok. Vous savez mieux que moi. Schlax, vous saviez mieux que moi pourquoi j'ai un cancer. Je me suis même dit, je vais me renseigner pour savoir ce que c'est un cancer du sein gauche. J'étais furieuse. J'étais très très fâchée. C'était probablement pas le bon moment. J'avais pas envie d'entendre ça. Alors, j'aime bien faire la différence à... Je trouve que la maladie n'a pas de sens en soi, pour moi. Je trouve que la maladie n'a pas de sens. Mais j'aime bien plutôt dire, j'ai envie de lui donner un sens. J'ai envie de... C'est peut-être même plus subtil parce que j'ai envie d'entendre ce qu'elle a à me dire. J'ai envie de lui donner un sens plutôt. D'entendre ce qu'elle a à me dire, parce qu'en fait, ça veut déjà dire qu'elle a quelque chose à me dire. Mais j'ai envie, moi, de lui trouver un sens ou peut-être de me dire, voilà, qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie d'avant et que j'ai envie de changer. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà, quel sens donner à tout cela, ou quel sens aussi, ce qu'on entend aussi, c'est ce vide post-cancer, comme ce vide après n'importe quel deuil, postpartum, post-tout, en fait. Quel sens donner à tout ce vide? Alors, d'abord, je voudrais rebondir sur ton truc par rapport à ta visite de ta consultation là, chez ce docteur. C'est très controversé parce que c'est vrai qu'à la fois, on est en lien, notre corps émotionnel, notre corps physique sont en lien. Donc, c'est vrai que souvent, on se dit, tiens, ce qui est comme blessure émotionnelle dans notre corps émotionnel, à partir du moment où on les sort pas,
ça s'imprègne d'abord en façon un peu plus subtile encore, et puis ça descend dans le corps émotionnel, et puis ça peut donner encore plus de matière, et ça arrive dans le corps physique. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet en effet, chaque chose que tu as, c'est une piste pour apprendre à mieux te connaître dans peut-être des parts qu'on n'a pas assez exploitées. Maintenant, donc ça, c'est hyper intéressant, parce que peut-être qu'en effet, il y a quelque chose sur... tu parlais par rapport à ce côté émotionnel qu'elle t'avait nommé. C'est peut-être une piste, mais c'est pas pour ça qu'il y a faute. Et c'est pas pour ça que y a manquement. C'est pas ça. C'est juste que toi, par rapport à ton histoire. Alors après, il y a chacun qui a ses croyances par rapport à le chemin de vie qu'on a. Est-ce qu'on vient plusieurs fois, est-ce qu'on pas. Enfin, ça c'est voilà. Mais par rapport, en tout cas, à ton état et ton patrimoine biologique, émotionnel, ancestral, on peut mettre plein de choses dedans. En tout cas, toi, il y a peut-être quelque chose. Une zone à peut-être enrichir là-dessus. Mais je pense que c'était dans la manière de dire, c'était presque culpabilisant. Oui, où j'avais fait je me suis dit, mon Dieu, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai pas résolu comme conflit? Alors, c'est moi avec moi-même. Je sais bien qu'il y a beaucoup de choses à régler. Mais c'était dans la manière de dire. On vient avec du taf, tu vois, donc alors j'avais à ce moment-là aussi une petite, en consultation en nutrithérapie, une petite qui avait une myopathie et qui s'entendait tout le temps dire, il faut absolument que tu trouves le sens de ta myopathie. Elle devenait folle. Je comprends. Et elle devenait folle, elle avait cette myopathie de mère en fille, et elle avait envie de dire, écoutez les gars, arrêtez de me dire que j'ai fait quelque chose de travers et que j'ai cette myopathie, c'est de ma faute, je veux avancer, je vais aller de l'avant. Voilà, donc parfois c'est culpabilisant en fait d'entendre ça. Hyper culpabilisant. Alors c'est déjà culpabilisant pour celui qui l'a. Et puis parfois, ça s'étend, c'est extrêmement nocif parce que parfois ça s'étend sur le reste de la famille. Donc ça va être par exemple un cas de quelqu'un qui a un cancer, c'est un manque d'amour. Après, tu te dis, merde, si tu remontes l'historique, justement, ils se sont séparés à ce moment-là ou quoi. Donc la personne qui, elle, à un moment donné, a pris la décision dans le couple de dire, en fait, ça fait des plombes que ça va pas dans notre histoire de vie, on se sépare. Et puis après que son ex se tape un cancer comme ça, tu te dis, pour vivre après, c'est compliqué. Or, c'est hyper réducteur de dire ça. Chacun, on est libre et autonome. C'est vraiment notre seule liberté qu'on a sur Terre, parce qu'on sait tous qu'on est et qu'on meurt. Au milieu, on a un libre arbitre. Donc après, on fait ce qu'on veut avec ça. Donc on ne peut pas accuser quelqu'un ou de se dire, tiens, c'est la faute ou trouver un lien. Mais c'est notre nature. On a besoin de comprendre. Donc on a besoin de mettre un doigt sur, c'est la faute c'est la raison de. Parce que ça nous soulage de faire ça. Mais parce que on ne supporte pas ce côté d'incompréhension, quoi. C'est difficile pour notre cerveau d'assimiler ça. Et donc, c'est vrai que moi, je prends ça sur un autre côté et je te rejoins tout à fait, c'est de se dire, OK, on a à vivre ça. Il y a un côté un peu fataliste parce que pourquoi on a à vivre ça et pas quelqu'un d'à côté, voilà. Pourquoi j'étais à la seconde S à cet endroit, il s'est passé tel truc, je ne sais pas, voilà, ça ne sert à rien d'essayer de refaire le monde. On a à vivre ça. Voilà. Oui. Et voilà, comment après, voilà, je vis avec ça et je m'en sors avec ça et évidemment, c'est super chouette d'essayer de naître avec ça, essayer de se grandir avec ça, essayer de se prendre plus, parce qu'on va se rendre compte après que quand on passe à travers et qu'on essaie de trouver une qualité de vie, une qualité un bien-être, une bienveillance par rapport à soi-même durant tout cet orage, on essaie un petit peu de garder notre petite bulle, voilà. Mais on a un petit pas à la fois, sans pression, un petit pas. Et puis on se retourne, on se dit, mais waouh! On a fait un super chemin et ça nous amène de la sérénité. Ça nous amène de la bienveillance. Ça nous amène de la résilience. Voilà, ce que tu fais aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui mettent en place des choses incroyables après avoir vécu des trucs hyper intenses. Donc ça donne du sens. Mais maintenant, ça peut être ça parce que voilà, ça correspond à une certaine énergie, mais ça peut être juste en fait, moi, j'ai juste envie de profiter des moments hyper qualitatifs. Quand je fais mes courses, je regarde toutes les dames aux caisses en leur faisant un sourire énorme parce que je trouve que le lien est important. J'ai reçu des regards, j'ai reçu des yeux, j'ai reçu des sourires de gens quand j'en avais besoin. J'ai envie de le faire. Je me fais un point d'honneur dès que je rencontre quelqu'un sur un trottoir de lui sourire, à dire bonjour. On ne sait pas la maîtrise que c'est. J'avais été hyper touchée dans une conférence. J'avais été écouter Tim Guénard. Donc c'est je sais pas si tu connais, c'est quelqu'un qui une personne incroyablement magnifique et qui a eu un début de vie
on peut dire atroce, vraiment. Ouais. Et donc, rejeté, très dans la violence, etc. Et donc, il a vraiment, entre guillemets, commencé à mal tourner. Et puis, voilà, avec des vols, etc. Et il raconte un truc très touchant, qu'un jour, il est dans une gare, et donc, il veut aller cambrioler une banque, parce qu'il était SDF, il aiderait, etc. Et au moment où il veut cambrioler une banque, il passe dans cette gare à Paris, et il voit un papa qui dit au revoir à son fils sur le quai de la gare, enfin juste avant que le fils aille sur le quai, quoi, et qui lui tient les épaules comme ça, et qui dit en tout cas je suis fier de toi, amuse-toi bien, etc. Et en fait, quand il a vu cette histoire, donc ce gars ne sait absolument pas que Tim l'a vu, enfin tu vois, c'était un échange entre mais lui en passant, il a vu cette histoire et il dit ça l'a donné une baffe, il a dit mais moi aussi, un jour, j'ai envie d'être papa, en fait. Moi aussi, un jour. Ok, je sais que je n'aurai jamais ça de mes parents biologiques, c'est un fait. Mais moi aussi, j'ai envie de vivre un truc comme ça. Moi aussi, j'ai envie d'être animée par ce genre de truc. J'ai envie de connaître ce lien. Et si c'est pas moi qui le reçois, je veux le donner. Donc, merde, je vais pas aller dans cette banque. Et je crois qu'il était, pété 2 poteaux parce qu'il était quand même un peu de colère quand il a eu ça. Mais après coup, ça l'a mis en lien, ça l'a mis sur un chemin. Et il a eu encore une autre expérience comme ça de quelqu'un qui lui a dit merci dans un moment où il avait envie de péter la gueule de cette personne. Et il s'est vraiment repris aussi cette vague d'amour où il s'est dit mais what? Et aujourd'hui, c'est un papa, il a 4 enfants, c'est une personne incroyable. Il est conférencier, il passe dans toutes les prisons du monde, il écrit des bouquins, il est juste incroyable. C'est une personne totalement solaire. Et donc, voilà. Donc, je veux dire, c'est nos petites actions qu'on fait au quotidien. On n'a pas besoin de se dire ok, moi j'ai vécu une maladie importante, j'ai vécu un événement important. Bon, qu'est-ce que je vais faire si je peux pas construire l'Empire State Building? Qu'est-ce que je fais d'autre? Merde, je fais peut-être pas assez. Non, on ne maîtrise pas. C'est le côté des cailloux dans l'eau, quoi. On ne maîtrise pas l'auréole de ce qu'on fait. On fait un impact, on fait un sourire, on fait un bonjour. On ne sait pas ce que ça fait comme résonance, mais voilà, parfois c'est énorme. Mais parfois c'est énorme. Dans ce cas-là, c'est incroyable. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de oui. partager. Parce que le papa sur ce quai n'a jamais su que c'est grâce à lui qu'il a fait ça. Il ne sait même pas qui est Tim, il n'a jamais vu sa tête. Il ne faisait pas attention. Et donc ça veut dire que je dis pas pour ça que chaque fois qu'on doit être voilà, c'est pas pour ça qu'on doit chaque fois être dans le public et en show-off de commencer à faire des trucs. C'est pas ça parce qu'on sent quand c'est pas sincère. Mais c'est vraiment de se dire que nos actions, si simples et si à partir du moment où elles sont avec le cœur, eh bien, elles rayonnent bien au-delà de nous-mêmes et on n'a pas la maîtrise de ça. Et c'est ça qui est génial, quoi. Et donc j'ai voilà, presque envie de clôturer ce podcast par ceci. Tu peux nous redonner le nom de ce... Il s'appelle Tim Guénard. Guénard. Ouais, Guénard, G-U-N-A-R-D. C'est magnifique, hein. Ouais, c'est vraiment une très très belle personne. Oui, et qu'on se rend pas compte de l'impact de. Je vais faire tout à coup, il y a une petite image qui me vient de quelqu'un qui m'avait aidé à mettre des produits dans mon coffre. J'avais pas de cheveux et ce sourire, moi je l'ai encore. Et cette gentillesse, je l'ai encore. Et cette personne n'est pas au courant de l'impact qu'il a eu simplement en m'aidant à mettre des produits dans mon coffre. Donc c'est quand même. C'est extraordinaire. Et quelqu'un me disait aussi, vous avez aussi donné la possibilité à cette personne d'avoir pu être aimable, et peut-être que cette personne est rentrée chez elle le soir et elle s'est dit, mais j'ai pu aider une femme malade, et ça a eu un impact énorme. Donc en fait, on se rend pas compte. C'est des toutes petites choses. Ça fait cliché, mais c'est pas du tout cliché, quoi. J'ai un exemple comme ça et je m'en souviens parce que c'est exactement ça. Je voulais venir là-dessus. Tu m'as mangé les mots de la bouche, mais c'est ça. C'est à la fois c'est de recevoir et à la fois c'est de donner comme ça. Parce que moi j'ai un bête exemple. C'est très con. Donc, je pense que c'était il y a 15 ans, à l'âge où nos enfants sont petits et quand tu fais des courses avec eux, c'est extrêmement confrontant, parce que tu sais que, voilà, ton chariot est en souk. Et je tombe, pour une fois, je faisais mes courses, j'avais peut-être un enfant ou 2 avec moi, je sais plus. Et il y a une dame sur la rangée, c'était pas encore les self-scanning, donc on devait attendre assez longtemps en caisse. Et il y a une dame à côté de moi elle était malade, et tu vois qu'elle était vraiment fatiguée, émotionnellement fatiguée et dans son corps fatiguée. Et elle avait son enfant qui n'arrêtait pas de piailler, c'était un peu l'heure du midi et tu voyais que, en fait, elle en pouvait plus. Et à un moment donné, bon, ça m'a frappée parce qu'évidemment, son enfant faisait du bruit. Comme j'avais des enfants, voilà, mon attention était sur elle. Et en fait, et tu voyais bien qu'elle savait plus quoi faire entre, est-ce que je lui donne une baffe, mais je suis fatiguée? Est-ce que j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'abandonner ce caddie-là et partir me réfugier dans un rayon où personne me voit en dessous des bananes, tu vois, de me cacher, quoi. Et en fait, moi, j'avais du pain et mes enfants étaient calmes parce qu'ils bouffaient. Et donc, à un moment donné, je lui dis, je lui fais un petit signe, je dis, est-ce que je peux donner une tartine aussi à votre enfant, quoi?
Et puis, en fait, elle me regarde et, tu vois, elle me fait signe de oui, je lui donne. Et en fait, on s'est regardé après, parce qu'on n'était pas dans la même file, mais on s'est regardé 2-3 fois et vraiment, elle était toute contente. Une complicité. Elle dit, oui. Et en fait, cette complicité de femme, et je fais un chez moi quand je t'en parle, parce que je ne saurais même plus le reconnaître, cette femme, et elle probablement non plus. Mais cette complicité de femme, de se dire, et juste quand on s'est quitté, à un moment donné, elle m'a dit, plus jamais je fais de course sans acheter un pain, j'achèterai toujours un pain à l'avenir. Et en rigolant, tu vois, on s'est dit ça. Et en fait, ça fait du bien. Tu te dis, mais on est tous sur une chaîne, quoi. On est tous un maillon énorme tu vois, de la vie comme ça. Et donc, c'est des petites actions. On n'a pas besoin de faire des trucs énormes, quoi. C'est la présence à l'instant. Et donc, ça lui a fait du bien, mais moi, ça m'a nourri énormément aussi, quoi. Ah oui, mais t'as donné, mais t'as reçu bien plus en retour. Mais et voilà, elle, c'est et ça. elle, Voilà, elle c'est ça. était. Ouais. Oh, écoute. Ouais. Super. Super, merci de tout cœur. J'espère que avec plaisir. On aura l'occasion de t'entendre encore sur le podcast pour plein de petits thèmes imagés. Avec plaisir. Et voilà, en tout cas, merci de tout cœur. Bravo à toi. En tout cas, c'est magnifique, c'est un beau cadeau. Merci. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.